Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir mes camarades de Roland-Garros. L'actualité internationale, ce sont les frappes israéliennes en rétorsion aux attaques du Hezbollah, des frappes qui redoublent dans le sud du Liban et qui menacent maintenant la banlieue sud de la capitale, Beyrouth. على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا بل إنها تعمق الهوى اللبنانيين. Le Liban, les Libanais sont-ils pris au piège de la guerre totale entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, impossible à désarmer? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, les députés, Elisabeth, qui ont adopté la proposition de loi pour la protection des enfants en milieu scolaire avec une mesure qui a été écartée, c'est la possibilité de lever le secret de la confession et donc évidemment une histoire que je vous amène. Oh, bravo mon fils. Et vous, Marie? Est-ce qu'une actrice a le droit à l'oubli? Débat de fond, c'est ce que réclame Nastasia Kinski, qui dénonce une scène problématique qu'elle a tournée pour Wim Wenders dans les années 70. Elle avait à l'époque seulement 13 ans. À tout à l'heure. Et pour commencer, enfin de l'espoir pour les malades atteints d'un cancer du pancréas et évidemment pour leurs proches. 16 000 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans en France. Dimanche, avant-hier, une annonce au Congrès international d'oncologie de Chicago a déclenché littéralement l'allégresse. Et Dieu sait que les oncologues sont rarement euphoriques. Des essais cliniques avec une nouvelle molécule pourraient doubler au moins la durée de vie des cancéreux. Nous recevons le professeur Pascal Hamel, chef du service d'oncologie digestive à Villejuif, qui a coordonné l'essai clinique, le fameux essai clinique en France. On le retrouve tout de suite. Bonsoir, professeur Hamel. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes de retour donc de ce congrès annuel et international d'oncologie qui s'est déroulé à Chicago et vous avez fait remarquer que il y a eu à un moment donné une annonce à propos de cette molécule daraxonrasib qui a déclenché une ovation debout comme si c'était un match de foot ou un concert et vous avez pleuré devant l'allégresse des oncologues présents? Oui, d'abord parce que j'ai largement participé à cette étude. Pour le côté français, pour la partie côté française, français, on était 4 on va en centres reparler. français. Ouais. Et il y a un avant et un après? Il y a un avant et un après, oui. Bon. Oui. Donc une quasi-révolution. Vous allez nous expliquer pourquoi et pourquoi ça donne de l'espoir aux malades atteints d'un cancer du pancréas. Après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Pascal Hamel, vous êtes chef du service d'oncologie digestive et médicale de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Ce week-end, les résultats d'un essai clinique sur un nouveau traitement du cancer du pancréas métastatique ont été présentés à Chicago, un essai clinique international auquel vous avez contribué. Pour nous expliquer pourquoi et comment une molécule suscite un immense espoir, vous avez le profil idéal. Spécialiste des cancers de l'appareil digestif, vous vous consacrez au cancer du pancréas depuis plus de 30 ans. Un cancer qui, en France, touche 16 000 nouvelles personnes par an et qui se révèle souvent difficile à déceler. Les signes avant-coureurs, malheureusement, ne sont pas très spécifiques au départ. Parce que quand on a un amaigrissement, quand on a une fatigue, on ne pense pas toujours à ce type de diagnostic. Dans votre propre chair, vous avez été confronté au cancer. En 2004, à l'âge de 45 ans, vous avez souffert d'un lymphome. Vous témoignerez 6 ans plus tard en publiant un livre intitulé « Guérir et mieux soigner ». Les nausées, les vomissements, la perte des cheveux, les troubles visuels. Je pensais pas que c'était aussi difficile quand on le vit de l'intérieur. Aujourd'hui, si le cancer du pancréas reste l'un des plus redoutables, vous considérez que les essais sur l'utilisation d'une molécule qui répond au doux nom de daraxonrasib sont très prometteurs. À Chicago, au congrès annuel de l'ASCO, la Société américaine d'oncologie clinique, les spécialistes ont révélé que la survie médiane des patients traités par cette daraxonrasib était de 13 mois et 6 jours contre 6 mois et 21 jours pour ceux qui n'ont suivi qu'une chimiothérapie, du simple au double donc. Cette molécule retarde de surcroît l'apparition des douleurs et la dégradation de l'état de santé général. Présent dans la salle au moment de cette annonce, vous avez assisté à un moment rare, une standing ovation au milieu du discours. Les gens ont applaudi pendant de longues minutes. J'ai eu les larmes aux yeux. Ouais.
Et vous êtes encore ému, Oui. rétrospectivement. Ouais. Il faut dire que quel enjeu. 470 000 morts par an du cancer du pancréas, un cancer terriblement ravageur. Alors, il faut dire aussi une chose, il ne s'agit pas de guérison, mais il s'agit de rallonger la vie des patients, des cancéreux. C'est fondamental de le préciser, hein, professeur Hamel. La guérison, c'est la chirurgie. Pour le petit nombre de Quand patients. elle est possible. Quand elle est possible, le petit nombre de patients qui ont une petite tumeur peuvent être guéris par la chirurgie. C'est ça. Mais la plupart, non. Et là, on est dans une phase où on va pouvoir contrôler la maladie peut-être beaucoup plus longtemps, parce qu'évidemment, vont s'ajouter de nouvelles molécules. Et on va peut-être, mon rêve, c'était faire que cette maladie sera chronique et acceptable pour la qualité de vie, bien entendu. Et c'est ça qui est important dont on va parler, c'est-à-dire qu'il faut que la qualité de vie soit bonne. Les gens qui ont le sida, qui ont le diabète, l'hypertension ne sont pas guéris. Mais ils vivent avec. Donc, que fait, alors expliquez-nous, mais de manière compréhensible et accessible, que fait la molécule daraxonrasib par rapport à la tumeur, par rapport au cancer du pancréas? Elle bloque des protéines, c'est ça? Il y a un mot-clé, c'est un gène qui s'appelle KRAS. Alors K, parce qu'il y avait un chercheur qui s'appelait Kirsten, et RAS, c'était, je ne vais pas détailler, c'était un gène qui était connu depuis les années 80. C'est un gène moteur de pas mal de cancers, mais du cancer du pancréas essentiel, puisque pratiquement 90 à 95% des cancers du pancréas ont ce gène qui est trop actif et qui emballe les cellules qui sont très difficiles à freiner. Et donc le principe de ce médicament, je l'explique simplement à mes patients et à mes étudiants en disant, vous avez 3 morceaux d'un puzzle. Vous avez la protéine RAS, parce qu'un gène code pour une protéine qui est une partie du puzzle, et puis il y en a 2 autres, la cyclophiline A et RAF, qui sont 3 qui vont se mettre ensemble, et à partir du moment où ils sont ensemble, ils sont actifs, ils activent la cellule. Sauf que dans les cancers, RAS est constamment fabriqué, le morceau de puzzle est fait indéfiniment, et la cellule s'emballe. Et les chercheurs qui ont mis ça au point, le traitement, c'est en gros... J'emploie cette image à mes jeunes. C'est comme un malabar, un chewing-gum qu'on met entre les trois parties, les 3 morceaux du puzzle. Essayez d'assembler 3 morceaux de puzzle quand vous avez un chewing-gum au milieu, vous n'y arrivez pas. Et au fond, la protéine, l'assemblage des 3 n'est plus possible et la cellule s'arrête. La division s'arrête dans les cellules tumorales. Et c'est ce qui explique que la durée de vie peut être multipliée par 2, voire 3 pour le patient. Alors voilà, évidemment, la conséquence importante, c'est... Avec des effets secondaires ? Oui, alors l'espérance de vie multipliée par 2, en rappelant que les chiffres qu'on donne sont des médianes, c'est-à-dire que les gens disent « mais je vais vivre 13 mois ». Non, il y a des patients qui sont vivants depuis 3 ans, ceux de la phase 1, c'est-à-dire ceux qui ont testé le médicament avant aux États-Unis, avant qu'on fasse cette phase 3. Donc, il y a 50% des gens qui dépassent un chiffre qui était impensable. Et des effets secondaires, oui. En un mot, surtout cutanés. Il peut y avoir des éruptions assez intenses qui ont fait que des gens qui arrivaient en disant « mais écoutez, professeur Hamel, j'ai un cancer du pancréas, c'est pas des boutons qui me font peur à mon âge, etc. » Et puis qui disaient quelques mois après, ça me gratte, ça me gêne, etc. Donc, on donnait des traitements, on a baissé certaines doses, on a parfois arrêté temporairement, mais on va arriver à apprendre à les maîtriser, surtout avec les dermatologues. Alors, il sera disponible quand, ce traitement, professeur? Et à ça, quel c'est la prix? question la plus difficile. Je pensais que vous l'imposeriez en dernier. Parce on en a une autre. Ça va être la question la plus difficile. Vos patients vont vous le pas réclamer. avant 1 ou 2 ans. En France et en Europe, à France cause et en d'autorisation de... Voilà. Quoi? Alors, de l'agence ça va être un peu cruel, mais aux États-Unis, ils vont faire des cohortes compassionnelles, en quelque sorte, pour donner le médicament vite, dans l'indication, c'est-à-dire après échappement, et on ne l'a pas dit, à la première ligne de chimiothérapie. C'est pour ça que ces survies sont impressionnantes, parce qu'en deuxième intention, la chimio se trouve avec une molécule beaucoup plus... un état général moins bon et une tumeur beaucoup plus agressive, elle a déjà échappé à la première chimiothérapie. Et là, ils le donnent dans ces conditions-là. Nous, il faut passer à travers l'Agence européenne du médicament, etc. Et donc, il y a un certain temps. Et d'autre part, il faut que l'industriel qui fabrique ce médicament ait les épaules pour le faire, parce que la demande va être extrêmement forte. Et il faut pouvoir le fabriquer et le distribuer. Et ça, évidemment, ici, à un prix accessible, parce qu'aux États-Unis, je crois que c'est l'équivalent de 26 000 € par mois, le médicament. Alors, pour en Europe, j'ai entendu des prix moins élevés que ça. Bon, bah, tant mieux. C'est-à-dire ? J'ai entendu de 3 000 à 4 000 € par mois. Mais d'accord. encore une fois,
Je ne suis pas le mieux placé parce que ça va se décider plus tard. Plus tard. On va évoquer avec vous et avec Anna des malades donc, atteints par le cancer du pancréas qui en appellent au gouvernement français pour agir. Oui, prenez vos responsabilités, protégez la santé des Français. C'est le cri d'alerte donc, de ce collectif de malades qui a publié une tribune dans le journal Le Monde hier. Pour eux, pas de doute, il y a une corrélation évidente entre l'explosion du nombre de cas de cancer du pancréas en France et les taux anormalement élevés de cadmium que l'on retrouve dans notre alimentation, les céréales, le pain, les pâtes, etc. Mais surtout, le collectif s'indigne que l'État n'ait toujours pas agi, et cela malgré le fait que le cadmium est classé cancérogène depuis 1993 par le Centre international de recherche sur le cancer, que des médecins ont déjà alerté à plusieurs reprises sur cette bombe sanitaire et que l'ANSES a récemment rendu un rapport qui montre que nous, les Français, sommes 3 à 4 fois plus contaminés que nos voisins européens. Alors, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce lien avéré entre exposition au cadmium et augmentation du nombre de cancers du pancréas? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je mettrai juste un bémol sur avéré. Parce que faire un lien, une suspicion de lien, oui, il y a une forte suspicion. Un lien avéré, direct et prouvé, c'est plus compliqué. Alors, je ne veux pas défendre le cadmium ni les pesticides, hein, mais il est clair qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais il est vrai que nous, on pense intimement qu'il y a un lien entre cette surexposition au cadmium qui est dans la terre et qui vient des produits qui ont été... Les engrais phosphatés. Les engrais phosphatés qu'on a mis dans la terre. Ça, c'est sûr. Donc, pour répondre à votre question et partir plus loin, je pense qu'on va mieux soigner le cancer du pancréas. On s'y échine, nous, toute la journée, tous les soirs. Mais on en fabrique plus si jamais on continue à se mal nourrir, à être exposé aux pesticides. Voilà, à proposer des alimentations qui ne sont pas communes pour ça et qu'on a des toxiques qui circulent. Et ça, c'est un problème auquel les médecins ne sont pas les mieux placés. En 2004, vous avez eu, professeur Hamel, vous avez eu un lymphome, un cancer des ganglions. Oui. Évidemment, vous avez guéri. Est-ce que vous diriez qu'en étant passé de l'autre côté du miroir, ça vous a rendu à la fois plus philosophe, plus compassionnel, empathique et sans doute plus obstiné et déterminé à poursuivre vos recherches? Alors, philosophe, oui. Ouais. On apprend beaucoup dans la souffrance et moi, je trouve que pour moi, ça a été finalement une expérience très importante et utile, quelque part, avec le recul. L'expérience pour le métier, oui, on comprend mieux la souffrance des patients. Dire qu'on a complètement changé en termes d'empathie. Je me souviens très bien d'une infirmière qui, au retour, quand j'ai vu mon premier patient atteint de cancer du pancréas, qui m'a dit « Vous parlez vraiment depuis que vous avez été malade ?» Or, mon discours n'avait pas changé. Je ne pense pas que j'étais un médecin inempathique, si je puis dire. Mais probablement, ça nous alerte sur un certain nombre d'inquiétudes, notamment dans les consultations. Maintenant, quand je reçois un patient, je dis « Le scanner montre ça ». C'est fini, vous avez passé de bonnes vacances, comment... Vous avez droit au but. Vous dites les choses en regardant dans les yeux. Les gens arrivent, comme je dis à mes étudiants, ils arrivent comme un étudiant va au bout du couloir chercher le résultat de sa copie. Et si on lui dit « Qu'est-ce que tu fais cet été ?» et ça. Voilà, et ben le patient qui vient au résultat de son scanner, il n'a pas envie qu'on lui demande s'il va bien, si ça fait... Le scanner donne ça. Et s'il n'est pas bon, on en discute tout de suite. Et on agit. Merci, professeur Hamel. Vous allez rentrer à Villejuif, enfin demain, j'imagine, demain matin. Et merci d'avoir amené la notion d'espoir par rapport aux malades qui ont un cancer du pancréas et à leur entourage. Merci infiniment. On va passer à notre débat sur l'offensive, il en reste encore 2 secondes, l'offensive de l'armée israélienne au sud Liban contre la milice chiite pro-iranienne du Hezbollah qui refuse d'être désarmée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'enferre-t-il dans une fuite en avant? À quelques mois d'élections décisives en Israël. Que peuvent la France et l'Europe? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. D'un côté, des tirs du Hezbollah contre le nord d'Israël. De l'autre, des frappes israéliennes au Liban. Depuis le 2 mars et le début de l'attaque israélo-américaine contre Téhéran, les affrontements se poursuivent chaque jour, malgré une trêve, entre la milice chiite pro-iranienne et Tsahal, qui intensifie ses opérations militaires, notamment au sol. J'ai ordonné à notre armée d'élargir les opérations au Liban. Nos forces ont franchi le fleuve Litani. Et la prise du château de Beaufort est une étape décisive, un tournant majeur dans la politique que nous menons. Ces soldats qui se filment en pleine opération se sont effectivement emparés de cette forteresse qui surplombe toute la région. Ils y ont hissé le drapeau israélien.
Le château de Beaufort se situe sur une ligne de défense avancée établie par Israël. Au sud de cette ligne jaune, les bombardements ont été intenses. Des villages entiers rayés de la carte. Beyrouth dénonce une escalade sans précédent. Israël doit comprendre qu'une politique de la terre brûlée, le châtiment collectif et la destruction de villages et de localités ne garantiront ni sécurité ni stabilité. Au contraire, ils ne feront que creuser le fossé avec le peuple libanais. Un peuple sous la menace des bombardements israéliens dans le sud, mais aussi dans la capitale. Depuis 3 mois, le conflit a fait près de 3500 morts et 1 million de déplacés, comme Zeina et sa famille, réfugiés dans cette école transformée en centre d'hébergement. On ne peut plus rentrer chez nous, c'est impossible. La ville est détruite et nous avons perdu de nombreux proches. La situation est extrêmement difficile. Alors les Libanais sont-ils encore une fois pris au piège de la guerre entre le Hezbollah et Israël? Comment les sortir de ce conflit qui transforme leur pays en champ de ruines? Nos 3 invités, Dalal Mawad, bonsoir, vous êtes libanaise, journaliste, correspondante à Paris pour la chaîne Al Arabi qui est basée à Doha. Vous êtes également enseignante à Sciences Po Paris et vous considérez que les Libanais craignent aujourd'hui une occupation à long terme par l'armée israélienne. Mais ajoutez-vous, ce serait un piège pour Israël, ça ne ferait que légitimer et vraisemblablement renforcer le Hezbollah dans le sud du Liban. À côté de vous, Alain Dikoff, bonsoir, sociologue, directeur de recherche au CERI. Dernier essai, Israël-Palestine, une guerre sans fin. Vous estimez que la stratégie israélienne est claire. Il s'agit de repousser le Hezbollah le plus loin possible. Sur le plan tactique, c'est la même logique que ce qu'ils ont fait à Gaza. Ajoutez-vous, si des guérilleros se cachent dans un village, ils rasent le village. Et à côté de vous, Amélie Ferret, bonsoir, directrice à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et vous êtes spécialiste de la défense. Dernier essai, les mots armes d'une nouvelle guerre. Selon vous, plus les négociations avancent entre l'Iran et les États-Unis, plus la fenêtre d'opportunité se réduit pour Israël. Il y a donc une volonté des Israéliens d'utiliser le temps qui reste pour faire un maximum de dégâts au Liban. Et on démarre avec la photo du jour. Oui, c'est celle du faubourg de Daïé dans la banlieue sud de Beyrouth. D'immenses embouteillages, regardez hier, pour tenter de fuir la capitale juste après les ordres d'évacuation de l'armée israélienne qui menaçait de frapper cette partie de la ville où est toujours bien implanté le Hezbollah. Finalement, sous pression américaine, Benjamin Netanyahou s'est ravisé pour l'instant, en tout cas. Dalal Mawad, les Beyrouthins et les Beyrouthines aujourd'hui vivent dans la peur, qu'ils soient dans le sud de la ville ou ailleurs. Une vraie peur, c'était une semaine noire pour le Liban, la crainte de nouvelles frappes sur Beyrouth, mais aussi ce sentiment qu'il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. Si Beyrouth est épargnée, si la banlieue de Beyrouth est épargnée, le bombardement israélien continue au sud. Aujourd'hui, il y a eu des morts civiles, des enfants, et aussi ce sentiment qu'on est vraiment dans l'impasse. Les Libanais n'arrivent pas à voir l'issue, la sortie de cette guerre qui se prolonge jour après jour, et aussi une crainte d'une occupation qui va rester. On l'entend, les responsables israéliens le disent, avec la prise du château de Beaufort, 26 ans après sa libération, au moins 55 postes israéliens d'occupation aujourd'hui au sud, des villages complètement rasé. C'est inédit même dans l'histoire des guerres entre le Liban et Israël. Donc oui, on est vraiment dans l'impasse. Et aujourd'hui, il y a des négociations aussi à Washington. On va y venir. Et on espère au moins obtenir un cessez-le-feu. Oui. Alain Dikoff, mais quel est l'objectif de l'offensive israélienne, clairement? Je crois que une zone tampon? Oui. Ça c'est clair, on le voit d'ailleurs sur le graphique là. C'est la ligne jaune. Oui, c'est la ligne jaune, donc c'est une zone d'à peu près 10 km de large, entre 120 et 130 km de long entre la mer et la montagne à l'est. Et oui, c'est la création d'une zone tampon pérenne. De pérenne, en tous les cas, pour un certain temps, oui. Parce que il faut aussi intégrer disons, cette volonté de constituer une zone tampon. Elle est aussi liée finalement quelque part à l'impasse dans laquelle Israël se trouve depuis octobre 2023, depuis donc après les attentats, enfin les actes terroristes du Hamas. C'est que la volonté israélienne, c'est de changer finalement un peu en profondeur l'environnement
Donc pas seulement à Gaza, mais aussi autour. D'où, en effet, les attaques contre le Hezbollah, qui évidemment avait lui-même bombardé allègrement les positions israéliennes, et puis atteint aussi les quartiers israéliens, civils, hein, ça il faut toujours le rappeler aussi. Hein. Il y a aussi cette volonté de protéger la population israélienne du Nord. Hein. Ça, c'est quand même... Parce que cette population est en partie revenue, mais reste dans une situation très peu agréable, disons. Hein, avec des bombardements toujours avec possibles, des bombardements réguliers. Donc, ils sont pris dans cette situation et donc ils essayent de marquer des points. Ils essayent de marquer des points le maximum et en utilisant en effet une tactique très offensive qu'ils reprennent grosso modo de ce qu'ils ont fait à Gaza. Alors, on va en reparler, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna le Sud-Liban qui semble vu par certains membres de l'armée et certains Israéliens comme une nouvelle terre promise. Oui, aujourd'hui, il n'existe pas de projet de colonisation à proprement parler au sein du gouvernement israélien. En revanche, l'armée israélienne, vous l'avez dit, pratique une politique de la terre brûlée dans le sud du Liban, destruction d'habitations, de surfaces agricoles, des villageois qui subissent les raids fréquents des soldats et qui sont même parfois poussés à fuir en laissant tout ce qu'ils ont derrière eux. Le Premier ministre libanais a déclaré le mois dernier à la télévision qu'Israël contrôlait désormais 68 villages de cette région et occupait près de la moitié de la zone qui se trouve au sud du fleuve Litanie. Mais pas question d'annexion à ce stade. C'est pourtant le rêve d'un mouvement messianique israélien d'extrême droite, Urit Safon, qui compte plusieurs centaines de militants et dont l'emblème n'est autre que le cèdre du Liban à l'intérieur d'une étoile de David. Récemment, ces militants sont allés planter des cèdres à la frontière de la Galilée du Nord avec un objectif très clair qui est relayé par leur cofondatrice Anna Slutskin. L'idée, c'est que la population libanaise de cette région parte et ne revienne pas. Il faut déplacer la frontière et reconnaître officiellement l'État d'Israël sur ces terres. Et elle ajoute, ce que fait actuellement l'armée israélienne, c'est la première étape. Elle entre, conquiert, nettoie. Ensuite, nous ne devons pas nous retirer, mais plutôt nous installer à melliférer cette vision d'un Liban annexé. Elle est certes minoritaire aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'elle peut trouver un écho dans la société israélienne et peut-être même dans l'armée israélienne auprès des soldats ? Oui, ça pourrait, sachant que l'armée israélienne, elle est composée de différents mouvements avec des gens qui sont plutôt pro-colons et des gens qui ne le sont pas du tout. Donc oui, mais là, la question, elle n'est pas vraiment là aujourd'hui. Et ça vous paraît réaliste ? Une annexion ? Une annexion, non. D'ailleurs, il n'y a pas d'annexion de la Cisjordanie non plus, ni de Gaza. Il y a une occupation militaire de facto, mais les Israéliens se gardent bien de faire une annexion de juré, justement parce que ça changerait tout l'équilibre institutionnel d'Israël. Et donc c'est ça le problème. En fait, le risque, à mon avis principal, c'est une forme de statu quo, comme ce qu'on voit en fait à Gaza et en Cisjordanie. Et là, je pense que ça a été très bien dit. En fait, le problème, si vous voulez, pour l'armée israélienne, c'est que vous avez le Hezbollah qui, au départ, avait des missiles, enfin, avait des armes anti-tanks qui envoyaient avec 10 km de portée sur les villages du Nord. Il y avait les unités Radwan du Hezbollah qui, donc, avaient construit ces tunnels pour envahir le nord d'Israël, ce qui finalement a été fait par le Hamas. Et aujourd'hui, ils ont des drones. Des drones, les fameux drones. Voilà, qui leur livrent, c'est l'Iran qui leur livre les drones. Oui, tout à fait. Et donc ces drones-là, Israël n'arrive pas à les brouiller parce que, comme en Ukraine, ils ont maintenant des connexions filaires, c'est-à-dire des câbles de fibre optique. Et donc là, le parti pris d'Israël, c'était de pouvoir créer cette zone de sécurité. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est très simple, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui habite là, comme le Golan. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, de manière à pouvoir se prémunir de la menace du Hezbollah. Oui. Talal Mawad, quelle est la préoccupation aujourd'hui, la priorité des Libanais ? Est-ce qu'ils souhaitent le désarmement du Hezbollah ? Est-ce que c'est ça qu'ils réclament ou pas ? Juste avant, je voudrais revenir sur la zone tampon. Pour les Libanais, ce n'est pas une zone tampon, c'est de l'occupation. C'est une expulsion forcée de villages, de familles entières qui va contre le droit humanitaire international et qui, à mon avis, ne va pas rendre Israël en sécurité parce que, comme je l'ai dit, ça va légitimiser la résistance à cette occupation. Les gens veulent rentrer chez eux, c'est leur village, c'est là où ils ont vécu. Donc légitimer le Hezbollah, vous dites ? Non, la majorité des Libanais, même avant le début de cette guerre, étaient
contre le Hezbollah au début de cette guerre, souhaitaient le désarmement. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec les crimes qu'Israël est en train de commettre au sud du Liban, cette narrative ou cette opinion publique commence à changer au sein de la communauté chiite. Le Hezbollah monopolise la voix de la communauté chiite et aujourd'hui c'est ce qu'on le sent parce qu'à cause de cette destruction massive, de ces pertes humaines qui sont très larges, ça redonne un souffle au Hezbollah, surtout qui se pose en martyr. S'il y a une occupation permanente et si cette incursion s'approfondit encore. Aujourd'hui, ils sont au-delà du fleuve de Litanie. On ne sait pas où ils vont arriver, quand ils vont s'arrêter. Et cela est contre-productif, à mon avis. Ça ne va pas délégitimiser le Hezbollah. Et encore une fois, les Libanais ne sont pas tous unis sur le sujet de comment démilitariser ou désarmer le Hezbollah. Donc il y a une majorité qui est contre le désarmement par la force, je dirais, surtout par Israël, contre le désarmement par les FAL, l'armée libanaise, parce que cela pose un grand danger. Les FAL peuvent être divisés. Ils ont une parce qu'il y a des chiites dans l'armée. Pas seulement. Historiquement, le Hezbollah a eu une relation très symbiotique, très proche des forces armées libanaises. Donc aujourd'hui, il y a une vraie peur d'une division. En même temps, ça va créer des tensions entre les communautés et avec la communauté chiite. Et en même temps, Amélie le sait, les FAL n'ont pas la capacité militaire ou financière ni de faire face au Hezbollah, ni de faire face à l'armée israélienne aujourd'hui. Oui, il y a des choses que l'armée peut faire et n'est pas en train de faire. Si on a le temps, on peut en rentrer en détail. Mais oui, il y a une majorité qui est pour le désarmement, mais la question est comment et pas à tout prix. Pas à tout prix. Alors, à propos de désarmement, ça nous amène à notre archive. En septembre 2024, le chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué par une frappe israélienne. La question se posait alors de savoir si le mouvement pouvait s'en remettre. C'est notre archive, donc. Pleuré par ses proches sur les lieux de sa mort. Le nom d'Hassan Nasrallah, considéré par l'Occident comme un leader terroriste, était scandé et salué cet après-midi par une partie des Libanais, ceux fidèles au Hezbollah. Le Hezbollah peut-il se relever de la mort d'Hassan Nasrallah, qui pourrait reprendre l'armée de près de 10 000 hommes qu'il a créée durant 3 décennies, alors qu'Israël a désormais éliminé, c'est-à-dire tué, 11 des 12 responsables du commandement militaire de la milice. Le Hezbollah, dont l'influence s'étend sur toutes les régions du Liban, ici en vert foncé, est indéniablement affaibli. Mais il compte un allié de poids, l'Iran, son principal financeur depuis 1982. Alain Dikoff, c'est là l'élément clé, c'est-à-dire l'Iran est toujours le financeur, c'est lui qui toujours arme le Hezbollah, qui 18 mois après la disparition de Nasrallah, continue à pouvoir rivaliser avec Israël. Rivaliser, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, c'est clair qu'on ne peut pas penser le Hezbollah sans l'intégrer dans l'équation iranienne, et en particulier depuis le déclenchement de la guerre à la fin du mois de février. Donc on ne peut pas comprendre complètement, il ne faut pas déconnecter, je dirais, le dossier libanais du dossier avec l'Iran. Oui. C'est évident que, et là on est dans une configuration un peu différente du passé, il est tout à fait clair que l'accord, bon, évidemment, qui a l'air difficile à négocier entre les Américains et les Iraniens insistent beaucoup que la question du Hezbollah soit aussi traitée. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, en fait, si cessez-le-feu il y a avec l'Iran, sur le terrain iranien, il y a aussi en même temps un cessez-le-feu sur le terrain libanais. Et un cessez-le-feu intégral, c'est-à-dire qui ne permette pas aux forces israéliennes de prétexter un tir de roquettes ou quoi pour reprendre l'offensive. C'est-à-dire que vraiment les deux fronts soient gelés. Et c'est évidemment ça la difficulté. À mon avis, c'est ça que la diplomatie internationale va essayer de pousser pour sortir de l'impasse. Alain Dikoff, juste une question. Dans la charte du Hezbollah, est-ce que c'est comme en ce qui concerne l'Iran, il y a la négation de l'État d'Israël ou la destruction de l'État d'Israël ? Dans la charte, je ne peux pas vous répondre strictement sur ce plan-là, mais c'est évident que ça fait partie ils sont dans cette logique-là, évidemment, comme les Iraniens. Hein, je dirais, là, il y avait quelque chose qui unissait l'État et les deux mouvements. Évidemment, ils sont contre
contre le sionisme et donc contre ce qui a été son produit historique, à savoir l'État d'Israël. Amélie Ferré, de fait, on parlait d'armement, il y a des drones qui sont utilisés par le Hezbollah, à côté de chars et de canons qui datent de 1942, donc ils ont toujours du matériel. Et ce que dit Israël, c'est que voilà, on veut porter le coup de grâce après avoir décapité l'état-major du Hezbollah. C'est ça l'ambition? Oui, tout à fait, c'est l'ambition, mais le problème, si vous voulez, c'est toujours le problème avec les éliminations ciblées. On l'a vu en Iran, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi avec le Hamas. C'est-à-dire que c'est bien tactiquement, ça abaisse le niveau de menace, mais ça ne règle pas le problème stratégiquement. Et donc, en fait, le problème qu'a Israël aujourd'hui sur le plan militaire, c'est que si vous faites cette occupation du sud du Liban, déjà, ça va coûter beaucoup d'hommes. Enfin, ça ne va pas coûter, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de morts, mais il va falloir déployer des troupes pour garder cette occupation. Sachant qu'aujourd'hui, le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a dit qu'il manquait de personnes pour Tsahal. Aujourd'hui, on a quand même une armée qui est basée sur la réserve, avec des gens qui ont fait 1 an de réserve depuis 2023 et qui n'en peuvent plus, et d'ailleurs qui ne vont plus carrément rejoindre leurs unités à la réserve, et un gouvernement qui dit « OK ». Qui essaye de temporiser parce que les chefs disent bon ben il y a une réserve d'hommes, c'est les ultra-orthodoxes et les religieux, donc on va les conscrire. Et là, je ne sais pas si vous avez vu les images hier et avant-hier, mais du coup l'armée a envoyé des trucs de conscription pour qu'ils rejoignent Tsahal, ces ultra-orthodoxes, et ils bloquent les routes, ils bloquent les trains, ils prennent à partie la police et dans des prises à partie extrêmement violentes. Et donc là, je pense qu'il y a un peu une tension en Israël sur une volonté militaire d'occupation de 70% de la bande de Gaza, comme ça a été annoncé ce week-end, de la Cisjordanie, du sud du Liban, et en même temps le problème de comment on fait pour que la population elle partage ce fardeau et que les Haredim se joignent à cet effort-là. Tout ça à 6 mois des élections assez déterminantes pour le renouvellement de la Knesset. Alors on parlait de l'Iran justement, allié du Hezbollah, qui veut donc lier une trêve durable avec les États-Unis au sort du Liban. Écoutez le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. L'Indikoff, la clé, elle est à Téhéran alors? Elle est en partie à Téhéran, bien évidemment. C'est-à-dire que si Téhéran dit au Hezbollah, vous cessez le combat, vous cessez l'offensive aussi contre le nord d'Israël, ils obtempéreront? Je pense que oui, mais évidemment, il faut qu'ils aient une garantie que la guerre ne reprendra pas dans les 24 heures. C'est-à-dire que le cessez-le-feu soit vraiment un cessez-le-feu qui s'installe durablement, qui conduise à une trêve, et non pas quelque chose qui soit bancal et qui permette aux opérations militaires de repartir dans les 24 heures. Donc je crois que c'est ça la difficulté. La quadrature du cercle, un petit peu, c'est de réussir de tenir les deux en même temps. Et la vraie difficulté, ça va être précisément ça. Thelma Watt, sur cette question de l'Iran. Je trouve que le Liban est toujours un pion dans ces négociations, malheureusement, et que même si le gouvernement libanais a bien fait de retirer la carte des négociations de l'Iran et d'aller négocier directement à Washington, malheureusement, notre sort, le sort du Liban et celui du Hezbollah est toujours scellé entre Téhéran, les États-Unis et Israël. Et ce que Téhéran décide de faire avec le Hezbollah, à mon avis, ils ne vont pas laisser tomber cette carte. C'est une carte très forte qu'ils ont toujours dans la région. Peut-être après un changement de régime, mais je ne vois pas ça venir aussi prochainement. Oui. Mais le Hezbollah parle de trahison de ces négociations à Washington. Et les Libanais, est-ce qu'ils estiment qu'il faut aller négocier, que le président Chaque État a le droit de négocier. Ça vient de la souveraineté de l'État. C'est une étape inédite. C'est le gouvernement libanais qui reprend sa souveraineté, son droit de négocier. Les ennemis négocient. Soutenu par les Libanais. Soutenu par la majorité des Libanais. On n'a pas le choix. On n'a que le choix de négocier aujourd'hui, même si on est faible, même si le gouvernement n'a pas de levier. C'est la seule issue. Il faut négocier, il faut parler et ne pas laisser ça à d'autres pays de décider à la place du Liban. Et de fait, Amélie Ferré, Donald Trump est en train de faire pression sur Netanyahou. Il aurait même dit au téléphone, tu es fou de faire ce que tu fais, toi, tu dois arrêter. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a cette histoire de souveraineté, ce qui est intéressant, c'est que ça ressort beaucoup dans le discours politique israélien. Et c'est là aussi, Israël, ils sont un peu dans la même situation que nous en Europe, avec cette idée de qu'est-ce qu'on fait, parce que leur appareil militaire, il est quand même vraiment
ancrée sur l'aide américaine et sur les États-Unis. Et donc, forcément, ça restreint la souveraineté d'Israël. Et là, ce qu'aimerait faire, en fait, Tsahal, c'est pas simplement repousser le Hezbollah, mais c'est aussi vraiment couper les lignes logistiques du Hezbollah qui se situent plutôt au nord du Liban jusqu'à Tripoli, parce que là, vous avez des lignes qui peuvent partir en dehors du pays, et au sud de Beyrouth. Et donc là, Trump, là où il a dit non, c'est pour les frappes, justement, d'élimination du commandement du Hezbollah au sud de Beyrouth et éventuellement pour des frappes dites dans la profondeur du territoire libanais. Alain Dikoff, revenons juste au contexte politique pour Benyamin Netanyahou. Donc il y a des élections cruciales pour lui après l'été, renouvellement du Parlement et donc du gouvernement. D'où cette fuite en avant ? Pas uniquement, mais c'est vrai qu'il aimerait bien pouvoir aller à ces élections en pouvant présenter un bilan, quelque part, entre guillemets, positif de tout ce qui s'est passé depuis octobre 23. Et en effet, s'il parvenait à au moins stabiliser durablement la situation sur le front nord, pour la population du Nord, ça pourrait être quelque chose de positif. Ça suffira certainement pas à le sauver électoralement, d'après les sondages que nous possédons aujourd'hui. Ça pourrait même porter l'opposition, disent certains. Mais bon, voilà, il pourrait avoir quelque chose d'un peu plus positif à présenter que ce qui est actuel et qui est quand même assez mitigé comme bilan. Que peut la France ? Que pourrait la France ou l'Europe si la voix de la France ne suffit pas par rapport au Liban. Parce que je couvre la France. Le Liban pense vraiment que la France est son allié. Oui. On a besoin d'un soutien international dans ces négociations. Je pense que la volonté politique de la France est là, mais elle a très peu de leviers. Ils sont très minimes. La France a été marginalisée complètement de ces négociations. Il y a un veto américain et israélien qui est très clair, même si le Liban voulait que la France soit à côté. Et puis, à mon avis, je pense que la France n'a pas utilisé tous ces leviers, même s'ils sont minimes, contre Israël, pour sanctionner Israël, pour faire plus de pression, surtout pour ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire dénoncer l'accord entre l'Europe et Israël, par exemple. Ça a besoin d'une unanimité à l'échelle de l'Union européenne. Plutôt, par exemple, comme l'a fait l'Espagne, interdire le commerce avec les colonies en Cisjordanie. Colonies illégales. Oui, ça c'est un avis de la Cour internationale de justice, par exemple. Plus de sanctions, Smotrich, pas seulement Ben-Gvir, même si c'est symbolique. C'est le ministre d'extrême droite du gouvernement. Oui, donc il y a d'autres choses, même si c'est des leviers très minimes. Très minimes, selon vous. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à notre débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudu, Marie Bonisseau. Adoption à l'unanimité hier soir à l'Assemblée nationale par les députés français, donc de la proposition de loi post-Betaram pour mieux empêcher les violences et les agressions sexuelles en milieu scolaire. Et à propos de mineurs, justement, le combat titanesque de l'actrice Nastasia Kinski pour faire sauter une scène de cul dans un film où elle n'avait que 13 ans à l'époque. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Slow Food. Son inventeur vient de nous quitter, c'est entendu. C'est la devise de Slow Food. Alors, la Slow Food, d'où ça sort? C'est le mouvement Slow Food. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Slow food, du vieil anglais slow, paresseux, et foda, nourriture, traduisible par restauration lente, désigne une organisation internationale fondée en 1989 pour contrer la disparition des traditions alimentaires locales et l'expansion de la restauration rapide. Le 21 mai, Slow Food a perdu son Master Chef. Slow Food est actif dans plus de 160 pays, rassemble 80 000 membres, décerne des labels, organise une foultitude d'événements autour de la gastronomie et en défense du goût, de la biodiversité, d'un modèle alimentaire respectueux de l'environnement. Bref, Slow Food fait la nique au fast food, parangon de malbouffe. En 1986, un jeune sociologue piémontais, auteur de chroniques gastronomiques pour la grande presse italienne, assiste au scandale du vin de sa région, le Barolo, qui fait 23 morts après avoir été trafiqué au méthanol, et aussi à l'installation du premier McDo d'Italie à Rome sur la place d'Espagne. Slow Food sera sa contre-attaque. Le lambin de la fourchette donne un coup de couteau à tout ce que symbolise cette bouffe, un productivisme échevelé qui abîme la planète et ses habitants. Derrière son slogan « Slow Food » se dessine l'aspiration à une vie meilleure. Il devient docteur honoris causa un peu partout, l'un des 50 capables de sauver la planète et pote du pape François.
Slow food apparaît comme un torrent de sagesse dans cet océan d'obésité. Elle a quadruplé chez les terriens de 15 à 19 ans depuis 1990 et de triomphe de la malbouffe qui fait 11 millions de morts par an dans le monde, autant que tabac et alcool réunis. Un monde ultra transformé, sans saveur ni odeur, un monde sans foi ni oie. Merci Thibault Nolte, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Vos chroniques. Oui. Alors, les députés français ont adopté à l'unanimité, il faut quand même le souligner hier soir, la proposition de loi contre les violences en milieu scolaire. Une proposition qui faisait, une disposition a fait polémique, c'était la levée du secret de la confession. Elle a été mise de côté et abandonnée. Et donc, eh ben, mon fils, vous avez la confesse. Allons-y. Sur les genoux. Directement, Elisabeth. Le 4e concile de Latran est clos le 30 novembre 1215. Et parmi toutes les décisions, eh bien, il y a l'obligation pour tous les fidèles d'aller se confesser au moins une fois par an. Se confesser, c'est simplement aller avouer ses péchés afin d'obtenir le pardon. Après avoir eu des confessions publiques, ça c'était tous les premiers temps de l'Église, on voit maintenant apparaître ces confessions privées. Il faut aller tout dire à monsieur le curé. Alors, la confession, c'est un sacrement, à l'instar du baptême, du mariage, de l'ordination, de l'extrême-onction. C'est un sacrement. C'est un sacrement qui prend le nom de sacrement de pénitence et de réconciliation. Et qui est secret. Toute la question du secret. Déjà, du côté théologique, le secret, c'est parce que la confession n'appartient pas au curé, ça appartient à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une confidence qu'on fait à l'oreille du curé, c'est un lien direct entre le fidèle et le Christ. Et en cela, la confession relève du droit divin. Et puis, du côté pratique aussi, la confession ne fonctionne que s'il y a du secret. Enfin, si jamais le curé peut aller dénoncer, après plus personne va aller à confesse. Et donc, ça ne fonctionnerait plus, surtout qu'on est dans des sociétés où la peur absolue, c'est le scandale. On a peur pour sa renommée. Donc, on a ici un sacrement qui fait que le secret est au cœur de ce procédé, mais qui est discuté au fil des siècles, parce qu'on se pose la question, notamment si quelqu'un vient dire au curé, je suis hérétique. Ah, problème. Ou alors s'il y a un crime de lèse-majesté qui est le crime absolu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le secret demeure. Il y a des subtilités. Le curé peut aller signaler qu'il va y avoir un crime sans signaler qui est le pénitent. D'autant qu'on crée un meuble absolument sensationnel, qui est le confessionnal, donc un isoloir. Le curé ne voit pas à qui il s'adresse. Vous savez, on pourrait penser qu'après la Révolution française, en tout cas dans le cas de la France, le secret va être mis en cause. Et ce n'est pas le cas. Le code pénal, celui de 1810, réfléchit au secret professionnel. Et très vite, et ça associé le secret de la confession au secret du médecin, au secret de l'avocat. Et la loi va beaucoup plus loin parce qu'elle condamne le professionnel qui trahit le secret à de la prison et à des amendes. Vous voyez comment c'est dur dans cette position-là pour le curé. Et au moment de réfléchir à la liberté de religion, la liberté religieuse en 1905, c'est la séparation des églises et de l'État, ça vient de nouveau dans la réflexion, parce que l'État ne doit pas se mêler des questions religieuses et doit d'ailleurs préserver la liberté de culte. Mais dans le même temps, il y a l'obligation de dénoncer un crime. Donc vous voyez, c'est un sujet extrêmement complexe. Comment trouver une solution autre que l'absolution? Et vous secrétez des informations passionnantes, Xavier Mauduit. Bon, Marie Bonisseau, elle a 65 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Nastasia Kinski, actrice merveilleuse, fille d'ailleurs de l'indomptable acteur Klaus Kinski. Et elle réclame la suppression d'une scène de son premier film, un film réalisé par Wim Wenders. Faux mouvement, un film qui est sorti en 1975, où on voit une très très jeune Nastasia Kinski, 13 ans, allongée sur un lit, en culotte et c'est tout. Willem, le héros du film, un wannabe écrivain de 30 ans, s'allonge sur elle, la gifle, puis la caresse. C'est pas montré, mais on comprend tout au long du film que les deux personnages ont des relations sexuelles. C'est la première fois de sa courte vie que Nastasia Kinski faisait l'actrice. Même si à 13 ans, je ne savais pas encore grand-chose, j'avais déjà remarqué que c'était pas normal, a-t-elle expliqué au grand quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, à qui elle racontait le mois dernier son long combat qui est devenu une mission pour faire retirer cette scène que je viens de vous raconter du film et obtenir une indemnisation financière de la part de Wim Wenders, avec qui, c'est vrai, elle continuera de tourner des films, dont le cultissime Paris, Texas, une décennie plus tard. Nastasia Kinski ne parle pas mal de Wim Wenders, écrit le quotidien allemand, mais elle veut confronter les responsables, elle veut faire reconnaître une situation abusive et non consentie. Elle était, je l'ai dit, mineure, sa mère était absente du plateau le jour du tournage de cette scène qui n'était pas écrite dans le scénario initial.
Aujourd'hui, ce que je veux, c'est servir de modèle pour les femmes, pour les filles qui sont victimes d'exploitation, a-t-elle expliqué à la chaîne allemande RTL. Ça fait 15 ans, d'après elle, qu'elle demande à parler à Wim Wenders, à discuter de cette scène, de ce mal-être qui ne l'a jamais quitté. Face à son silence, elle a fini par faire envoyer une lettre par son avocat en 2016, à qui les conseils juridiques de Wim Wenders ont répondu qu'il n'existe aucun droit légal à la suppression d'une scène ou à la modification d'un film. Je ne veux pas porter ce fardeau tout seul, a enfin exprimé Wim Wenders ce vendredi au gala annuel de l'Académie allemande du cinéma qui lui décernait un prix d'honneur. Il a reconnu qu'aujourd'hui il ne tournerait plus une telle scène, car, dit-il, nous vivons dans un monde complètement différent. Mais il a refusé d'en vouloir au jeune réalisateur qu'il était il y a un demi-siècle. Et il a pris ce soir-là à partie tous les professionnels du cinéma qui étaient dans la salle en disant « Retirez une scène de mon film, ça créerait un précédent qui vous affecterait tous. Comment gérez-vous, comment gérons-nous le patrimoine cinématographique ?» Alors, droit à l'oubli ou censure de l'histoire, en Allemagne, où le cinéma est resté relativement jusqu'ici à l'écart du mouvement MeToo, c'est le journal Le Monde qui rappelle ça, et ben la question se pose aujourd'hui, donc via l'un de ces monstres sacrés. À noter quand même que la télé allemande a déjà pris parti, puisque l'année dernière, cette même Nastasia Kinski a réussi à faire supprimer de la vidéothèque d'une chaîne de télé qui s'appelle NDR, un téléfilm où elle apparaissait nue à seulement 15 ans. Encore mineure. Bon. Et signalons sur Arte Chérie, notre chaîne, un documentaire Une vie à soi consacré à Nastasia Kinski. C'est sur la plateforme arte.tv jusqu'à fin juillet, jusqu'au 30 juillet prochain. Voilà. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.